Donc je suis pleine d'enthousiasme et d'optimisme pour la suite. Je vais laisser la parole au formidable docteur Anna Marouani, qui nous vient de Robert Debré, du centre, du service du professeur Delorme, et qui va nous parler, qui va nous définir ce qu'est l'autisme, si besoin était, mais besoin est, et nous parler des syndromes génétiques. À toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vous remercie tous d'être là. Je remercie bien sûr la Maison de l'Autisme de nous accueillir et Hélène d'avoir organisé cette journée avec autant d'énergie. Je suis très contente de jouer avec vous aujourd'hui et de pouvoir participer à cette journée. J'ai l'impression que j'ai plus grand-chose à dire finalement parce que Hélène, elle a très très bien planté le décor. Donc je vais essayer d'être bref pour avoir un temps d'interaction, ce que je trouve plus sympathique. Donc un bref rappel historique. L'autisme a été défini par Léo Kanner en 1943 par des symptômes, une triade autistique avec des particularités dans les interactions sociales, de la communication et des enfants qui avaient des intérêts extrêmement restreints et stéréotypés. Un an plus tard a été décrit le fameux syndrome d'Asperger avec des personnes qui présentaient effectivement des troubles des interactions sociales. Depuis, plusieurs classifications ont vu le jour et je laisse toujours cette diapo parce que finalement il y a plusieurs personnes qui viennent à ma consultation en disant on m'a parlé d'un TED, on m'a parlé d'un trouble autistique, mais finalement, est-ce que c'est de l'autisme? Est-ce que c'est... Je trouve que les définitions, elles ne sont pas encore toujours très claires dans la tête des gens. Donc je me permets toujours de remettre ces classifications qui permettent peut-être d'y voir plus clair dans l'évolution des termes qui ont été employés. Donc on parle désormais des troubles du spectre de l'autisme. Ils font partie des troubles du neurodéveloppement. Les troubles du neurodéveloppement, c'est des troubles qui affectent le processus du développement cérébral. Donc un défaut d'un ou plusieurs aptitudes dans différents domaines qui devraient être attendus. Ce sont des troubles qui sont extrêmement fréquents, vu qu'ils toucheraient 5 à 20% des personnes, avec une prédominance de garçons. C'est donc à la fois fréquent et avec des étiologies qui sont croisées, on y reviendra. Et ça inclut les déficiences intellectuelles, les troubles de la communication, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles hyperactifs déficit de l'attention, les troubles des apprentissages, les troubles moteurs et les autres troubles du neurodéveloppement. En ce qui concerne les troubles du spectre de l'autisme, c'est une épidémiologie qui est croissante. On pensait que c'était une maladie rare et il s'avère que c'est plutôt un trouble qui serait fréquent compte tenu que certaines publications retrouvent des chiffres entre 1 pour 6 et 1%, on va dire. Un sexe ratio qui semble largement influencé par le QI, compte tenu que s'il y a un trouble du développement intellectuel, on serait plutôt autour de deux garçons pour une fille, alors que c'est quand il n'y a pas de trouble du développement intellectuel, 6 à 8 garçons pour une fille. Ce qui est très difficile quand on parle d'autisme, c'est que finalement, il n'y a pas un autisme, mais il y a des autismes avec une grande hétérogénéité de ce qu'on peut observer comme caractère phénotypique, c'est-à-dire des caractères observables chez les personnes. Avec donc un spectre de sévérité et d'expression des troubles eux-mêmes, et je vais y revenir. Une variabilité des troubles qui sont associés, et puis des variabilités dans les facteurs sociodémographiques qui sont associés. Il y a donc une constellation de symptômes, ce qui fait que c'est extrêmement difficile de poser un diagnostic. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui me disent parfois on m'a dit que ce n'était pas l'autisme parce qu'il n'y avait pas de retard. On m'a dit que ce n'était pas l'autisme parce qu'il avait un peu envie de communiquer. Et c'est important de comprendre que dans ce spectre, c'est plutôt des interactions qui sont qualitativement et quantitativement impactées, ainsi que les autres symptômes. Et on va y revenir. On parle donc d'altération des relations sociales, avec par exemple une altération dans la compréhension des conventions sociales. Par exemple, quelqu'un qui, face à une personne âgée, ne prendrait pas la place de se lever parce qu'il a du mal à s'imaginer que c'est une situation sociale qui engage ce type de comportement. Une altération des compétences de partage social, donc par exemple partager l'attention avec une autre personne, quand on partage une émotion, quand on a envie de dire à quelqu'un « regarde comme c'est beau », en principe l'autre personne va regarder et joindre son attention.
Et puis un déficit de reconnaissance des états émotionnels d'autrui. Il y a un petit souci, excusez-moi. Oups. On m'a abandonné. Je ne suis pas abandonnée alors. Tout va bien. Donc c'est vrai qu'on parle d'altération parce que ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui n'ont pas d'appétence sociale. J'ai des familles qui viennent me voir parfois en disant mais il aime bien être avec les autres. C'est pas que qualitatif, c'est aussi quantitatif et qualitatif, d'accord ? Et c'est forcément attendu par rapport à ce qu'on attendrait d'un enfant ou une personne de cet âge-là ou de ce capacité de développement. Je peux y aller ? Je tente ma chance. Oups, on allait trop loin. Là. Hop, 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 hop. Voilà. On parle aussi d'altération de la communication. Et ça peut toucher aussi bien tout ce qui est verbal que non verbal. Effectivement, il y aura des personnes avec autisme qui n'auront pas de langage fonctionnel. Il y aura des personnes qui auront un retard, un trouble du langage. Et puis, il y aura des personnes qui auront une utilisation inhabituelle du langage, des persévérations. Un langage qui est écolélique, c'est-à-dire des mots qui sont utilisés qui n'ont pas une valeur de communication. Des inversions pronominales ou un langage un peu précieux, un langage un peu en monologue comme ça. C'est quand même très difficile de communiquer quand on parle comme ça, sans regarder, sans s'ajuster, sans mettre une mélodie dans la voix. J'ai l'impression que je communique un petit peu mieux avec vous quand j'essaye de capter des regards, même si là vous êtes nombreux, d'ajouter une petite mélodie à ma voix et de marquer des pauses en essayant d'interagir avec vous. C'est vrai que sur le plan non verbal, on pourra retrouver une absence d'interaction, un évitement du regard, des absences ou des inadaptations dans l'expression corporelle, puis des langages parfois un peu digressifs qui ne prennent pas en compte leur interlocuteur, qui ne prennent pas en compte le contexte ou la situation, et puis on va dire un petit peu des monologues, des communications à sens unique. Les intérêts restreints et comportements répétitifs, ça peut être par exemple des absences d'exploration de l'environnement. C'est-à-dire que c'est des personnes, ils vont rentrer et puis ils vont aller droit au but sans explorer ce qu'il y a autour d'eux. Des sensibilités importantes au changement, et on a tous connu des enfants ou des adultes qui ont des difficultés à modifier, par exemple, leur chemin du matin pour aller à l'école. Et s'il y a des travaux pour aller à l'école, ça va susciter une grande détresse et parfois des difficultés comportementales. Des utilisations atypiques de certains objets, comme par exemple utiliser les petites voitures. Souvent, j'ai des parents qui me disent si, il joue aux petites voitures. Je dis ah bon, mais qu'est-ce qu'il fait avec les petites voitures? Il les aligne tous par couleur. Donc c'est vrai que ce n'est pas un jeu très fonctionnel, typique, on va dire, d'utilisation d'un circuit de voiture. Et puis des préoccupations pour des secteurs de connaissances qui sont étroits et peu fonctionnels. C'est vrai que de connaître, par exemple, tous les noms des amiraux de la bataille de Pearl Harbor, quand vous êtes en CE1, ça n'intéresse pas nécessairement tous vos camarades de classe. C'est certes passionnant, mais c'est vrai qu'en termes d'ouverture et de qualité dans l'interaction sociale avec des camarades qui s'intéresseraient peut-être plus aux cartes Pokémon, c'est peut-être un peu plus difficile du coup de maintenir une relation de qualité quand on maintient dans son intérêt. On retrouvera des comportements répétitifs avec parfois des stéréotypies motrices, des balancements, des flappings et puis parfois des comportements d'autostimulation, des comportements automutilateurs, des symptômes obsessionnels, des compulsions. Ce sont donc pas tous ces symptômes qui sont tous présents à la fois, mais qui peuvent être présents et qu'il va falloir repérer chez les personnes. À côté de ça, et ce qui fait la difficulté, c'est que c'est des personnes qui vont avoir des anomalies de perception des raisonnements. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir des difficultés à repérer le local versus le global. Donc, par exemple, vous voyez le E, le S, le A, le H, mais je pourrais m'intéresser juste à la petite lettre qui est tout en haut à droite du E et pas du tout voir que c'est un E. Des difficultés aussi à percevoir les indices sociaux. Si, par exemple, je me mets à froncer les yeux, vous comprenez qu'il se passe quelque chose chez moi et vous allez essayer de comprendre pourquoi. Ça paraît simple comme chose à repérer, mais finalement, dans la pratique du quotidien, il y a beaucoup de choses qui passent par de l'observation des indices sociaux et c'est très, très difficile pour les personnes de ne pas réussir à repérer dans leur situation écologique ces indices sociaux. Donc, repérer ce type de difficultés
c'est important et c'est pas inné. Il faut se forcer à repérer ces difficultés chez les personnes parce qu'ils vont pas dire j'ai des difficultés à repérer les indices sociaux. Peut-être qu'ils vont le faire une fois qu'ils auront, peut-être qu'ils vont pouvoir le dire une fois qu'ils auront appris qu'ils ont ce type de difficultés, mais ils savent pas qu'ils ont ce type de difficultés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément compris qu'ils avaient ce type de difficultés. Donc il faut interroger pour les aider à travailler ce type de difficultés. Des difficultés dans ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Ça va être tout ce qui va être l'ordre de planifier, d'exécuter, de se concentrer, de s'inhiber, d'avoir de la flexibilité. Ça fait qu'ils ont des rigidités. Et ces rigidités, c'est pas juste un trait, c'est pas juste comme j'ai vu sur le cahier d'une maîtresse la semaine dernière, il est enquiquinant, il veut rien faire comme les autres. Non, il n'est pas enquiquinant, c'est juste qu'il a des rigidités très importantes qui fait que si vous changez son programme sans l'avoir prévenu qu'on allait changer son programme, il va saccager votre classe. Mais si on l'a un tout petit peu prévenu qu'il allait avoir un changement de programme, qu'on a mis des supports pour l'aider, il sera un peu moins enquiquinant, comme vous dites. La rigidité, c'est très impactant chez les personnes avec autisme parce que de toucher à ça, pour eux, c'est vraiment source d'une souffrance importante. Donc plus on l'a anticipé, plus on va pouvoir les accompagner dans leur quotidien. On trouvera des particularités sensorielles avec des hyposensibilités, des hypersensibilités, parfois des anomalies de la perception sensorielle, des recherches sensorielles. Toutes les modalités peuvent être impactées. C'est-à-dire que ça peut être l'odorat, le toucher, le goût, bien sûr le bruit, la douleur. Ces particularités sensorielles, elles sont extrêmement importantes également à rechercher parce que, par exemple, l'enfant hyposensible, il ne va pas vous dire « je suis hyposensible ». Mais la mère, elle va vous dire bah, « lui, il peut mettre une main sur la plaque, il ne va rien sentir ». Ça peut être grave. C'est vrai que plus vous allez rechercher ces symptômes, plus vous allez pouvoir les accompagner. Je pense à ça parce que ces particularités sensorielles, par exemple, quand vous emmenez la personne au service des urgences ou dans un service de médecine ou dans un tout type de consultation, bah, ça peut engendrer vraiment des difficultés de comportement qui majorent les difficultés attentionnelles, qui peuvent accentuer les difficultés de communication et qui impactent la qualité de l'examen qui est fait dans le box de consultation des urgences, par exemple. C'est donc important de les repérer pour mieux les anticiper et les prendre en charge afin de pouvoir bien les accompagner. Donc, si vous recevez à votre travail, à votre consultation, à votre box ou une personne tout simplement chez vous avec ce type de difficulté, ça peut être intéressant et important de demander à son aidant ou à son parent est-ce qu'il a des particularités sensorielles, parce que si oui, je vais fermer la porte parce que mon voisin il a un chien qui aboie et si ça peut le mettre en difficulté, je peux fermer la porte. On retourne à mon schéma de base. On a donc parlé du spectre de sévérité et d'expression des symptômes. Et j'espère que vous avez compris du coup qu'il n'y a pas un symptôme, mais des symptômes qui évoluent à travers la trajectoire développementale de la personne. Ce qui fait la difficulté de diagnostic, c'est l'hétérogénéité et la variabilité des facteurs sociodémographiques qui y sont associés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une trajectoire, mais des trajectoires. Et ces trajectoires, de savoir quel type de symptôme va persister. Est-ce que ça va plus être des difficultés de communication qui vont se majorer? Est-ce que ça va plus être les intérêts restreints? Ce n'est pas encore biologiquement prédestiné, on ne sait pas encore très bien, mais on sait qu'un enfant puis un adulte a une trajectoire de développement qui est probablement prédestinée par, ou sous-tendue par des facteurs biologiques, mais pour lesquels on n'a pas encore très bien compris le corrélat entre tel type de particularité biologique va emmener vers tel type de trouble plus tard. Et puis c'est vrai qu'on va voir qu'en fonction du genre, de l'âge de début, de certains facteurs de risque périnataux, on n'observera pas le même type de symptômes chez les personnes. De même, il y a une grande variabilité des troubles qui sont associés. Ces troubles, ils sont indispensables à rechercher, parce que c'est des troubles qui vont majorer les difficultés de la sphère autistique et qui peuvent en plus, pour le coup, souvent être bien traités et bien accompagnés. Je pense notamment aux troubles psychiatriques qui sont fréquemment associés, on va y revenir. J'ai parlé des troubles sensoriels, l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, notamment les troubles du développement intellectuel, les troubles du langage, le trouble hyperactif déficit de l'attention, mais également l'épilepsie et autres troubles neurologiques. Et bien sûr les syndromes génétiques, on y reviendra. Donc voilà, l'idée à ce moment de la présentation, c'est vraiment d'avoir en tête que la difficulté de repérage, elle est liée à la fois aux symptômes eux-mêmes, mais aussi
à la variabilité des symptômes qui sont fréquemment associés et qu'il va falloir dépister, rechercher. Tout va bien? J'essaye. Merci. Je repasse juste quelques instants sur le trouble du développement intellectuel. Avant, on pensait que c'était la règle dans l'autisme. Avant, on pensait que les personnes avec autisme avaient un trouble du développement intellectuel, ce qu'on appelait la déficience intellectuelle ou le retard mental. On sait maintenant que ce n'est pas la règle, que ce serait plutôt autour de 40% des personnes, avec parfois des retards marqués dans 1 ou 2 ou 3 domaines, souvent avec des profils hétérogènes. Il y a beaucoup de troubles psychiatriques qui sont associés, notamment, et c'est important, il faut penser à dépister les troubles de l'humeur, les troubles anxieux. J'ai des personnes qui me disent il ne peut pas être déprimé, il n'a pas des émotions. Les personnes avec autisme peuvent avoir un trouble de l'humeur, peuvent avoir un trouble anxieux, sauf que c'est vrai que dans la modalité d'expression de la souffrance, de la tristesse, ça va être différent. Ça va être des personnes qui vont par exemple modifier leur comportement, qui vont changer leurs habitudes alimentaires, qui vont renforcer des symptômes obsessionnels, qui vont avoir plus de rigidité. C'est donc très important d'essayer à travers leur développement de repérer ces troubles, et les parents et les aidants également sont très forts pour ça. Ils disent oui, il a toujours été rigide, mais là c'est pas comme avant. Oui, il a toujours eu des troubles alimentaires, mais là c'est pas comme avant. Oui, il y a toujours eu des troubles du sommeil, mais là, c'est pas comme avant. Il faut écouter ça. Les troubles du sommeil, c'est extrêmement fréquent. Ça peut être des difficultés d'endormissement, ça peut être des réveils nocturnes, ça peut être des temps de sommeil plus courts, des troubles du rythme circadien. Ces troubles du sommeil sont extrêmement impactants pour ces personnes. Il faut donc également les repérer pour les traiter. Parce qu'à la fois pour la personne qui souffre de ces troubles du sommeil, ça va impacter le quotidien. Je pense que nous tous, quand on fait une mauvaise nuit ou qu'on dort très peu, le lendemain on est moins efficace, on est un peu plus nerveux, un peu plus irritable. Avec un peu de chance, ça va durer qu'une nuit, mais quand ça fait plusieurs nuits, forcément ça impacte le quotidien. Ça impacte par exemple sur les soins qu'ils vont pouvoir faire. Et puis ça impacte aussi la qualité de vie des aidants, des accompagnants, des parents. Donc il faut dépister et traiter ces troubles du sommeil. Ce n'est pas anecdotique. Des troubles de l'alimentation, et ça peut être une sélectivité alimentaire qui est aussi à prendre en considération, parce que vous prenez par exemple un enfant qui va à la cantine, s'il est incapable de manger, le temps où il pourrait être avec ses pairs, c'est un temps qui va être de mauvaise qualité si par ailleurs il n'arrive pas à manger, s'il n'arrive pas à partager. Également le pica. Donc le pica, c'est le fait de manger des substances qui sont non comestibles. C'est très important de le dépister et d'essayer d'accompagner et de traiter, parce que j'ai encore vu cette année des personnes qui étaient atteintes de saturnisme. Le saturnisme, c'est quand on a gratté les murs et qu'on a mangé du plomb. Globalement, manger du plomb, c'est assez mauvais pour le cerveau. Des troubles digestifs, avec des troubles du transit, des reflux gastro-intestinaux, des troubles dentaires, des troubles moteurs, de l'épilepsie. Tous ces troubles vont être à rechercher. Et il faut savoir que si une personne vient aux urgences et qu'on parle de troubles du comportement, la première chose qu'il va falloir chercher, c'est faire un examen somatique. Parce qu'un changement de comportement chez une personne autiste, c'est une cause somatique jusqu'à preuve du contraire. Il y a donc une grande variation avec des degrés de sévérité qui vont dépendre du niveau de communication, du niveau de développement intellectuel, de l'existence des troubles qui y sont associés. Le diagnostic, il est clinique. Il va falloir, selon les recommandations de l'HAS, je vous ai mis le lien, faire un recueil des antécédents, à la fois de la personne mais de sa famille, reprendre l'histoire de la grossesse à la recherche de facteurs de risque qui auraient pu expliquer les troubles, reprendre l'histoire du développemental qui pourrait mettre sur la piste d'une cause. Par exemple, on sait qu'il y a des âges précis où on apprend les premiers mots, on apprend à parler, l'âge de la marche. On sait que d'avoir un apprentissage de la marche après 18 mois, 20 mois, on a envie que quand même quelqu'un aille jeter un œil sur l'examen moteur de cet enfant. Et puis recueillir l'ensemble des antécédents médicaux.
on fera un examen clinique aussi en lien avec les équipes de pédiatrie ou les équipes qui se mettent en place. Je pense notamment à ce que Hélène fait sur l'accompagnement somatique des personnes, parce que ça peut mettre sur la piste à la fois de troubles associés, mais également de causes qui peuvent être associées aux troubles du spectre de l'autisme. Le diagnostic, il est clinique, il est basé sur une impression clinique et sur ce recueil de cette histoire développementale. Et il va y avoir des outils. Je dis bien des outils parce que le diagnostic ne se fait pas avec une ADI et une ADOS, mais ce sont des aides au diagnostic. Donc l'ADI, c'est un entretien qu'on fait avec les parents de ces enfants qui évalue l'histoire développementale de l'enfant, qui évalue sur l'ensemble du développement de la personne les particularités de communication, les particularités d'interaction et les patterns d'intérêt restreint et de troubles sensoriels. L'ADOS, c'est un jeu ou des exercices qu'on fait avec les personnes. Il y a plusieurs modules de l'ADOS. C'est fait par des professionnels qui sont formés, en général des psychologues. Il y a des modules qui correspondent. Donc il y a le module toddler pour les bébés. Il y a le module 1 pour les enfants petits ou non-verbaux. Les modules 2, on va dire, pour les enfants qui auraient des troubles du langage. Le module 3 pour les enfants qui parlent bien. Et le module 4 pour les adultes. La somme de l'impression clinique, de l'histoire développementale et de l'utilisation de ces outils va pouvoir nous amener à ce qu'on appelle le diagnostic nosologique, donc le diagnostic clinique positif de l'autisme. Ce sera très important de faire un diagnostic fonctionnel, donc d'évaluer le fonctionnement intellectuel des personnes, non seulement pour préciser le diagnostic, mais aussi pour mieux accompagner. C'est-à-dire que si je fais travailler une personne, par exemple un enfant de 8 ans, alors qu'il a un trouble du développement intellectuel et qu'il a les capacités intellectuelles d'un enfant de 3 ans, je ne vais pas réussir à avoir son attention et à le faire progresser. Donc le bilan de fonctionnement intellectuel, il est extrêmement important. Un bilan orthophonique afin d'évaluer les particularités langagières, un bilan psychomoteur, à la recherche de particularités sensorielles, et le professeur Charles vous en parlera tout à l'heure. Et puis un bilan étiologique, à la fin de rechercher des causes et d'autres troubles associés, notamment l'examen de la vision, l'examen de l'audition. Il y a encore beaucoup d'enfants qui arrivent et qui n'ont jamais eu de bilan auditif. Alors quand on dit qu'il ne répond pas à l'appel de son prénom, s'il est sourd, ça c'est sûr, il ne va pas répondre à l'appel de son prénom. Sur point d'appel, on pourra demander bien sûr des consultations à nos confrères de neuropédiatrie, de génétique, et puis proposer des examens un peu plus poussés de neuroanatomie. Je pense par exemple à l'IRM cérébral, l'électroencéphalogramme, et également de biologie moléculaire, de génétique, compte tenu que maintenant nous avons des grands plans en France. Je pense notamment au plan France Génomique 2025, qui ont permis d'avoir accès au séquençage de l'ADN pour certaines indications. On en reparlera un petit peu. L'évolution des troubles, elle est chronique. L'objectif, c'est bien sûr d'avoir une amélioration dans tous les domaines, de réduire les troubles du comportement et d'accompagner. C'est très important de permettre des prises en charge précoces. Les facteurs pronostiques, ça dépendra bien sûr du niveau de développement, des conditions d'apparition des troubles et de leur précocité, l'intensité de la somatologie et des troubles associés, ainsi que des facteurs environnementaux, des modalités d'accompagnement et de suivi. Ça nécessite une collaboration. Hélène en parlait tout à l'heure. Une personne seule, ça n'existe pas dans un écosystème. Alors je vais parler de ce que je connais, le milieu de la pédiatrie. Un enfant, un adolescent, il vient avec ses parents, il vient avec un écosystème. Et ça ne peut pas marcher sans l'école, sans le médico-social, sans le sanitaire. Ça doit être tous ensemble que ça doit être réfléchi, le projet, et collaborer ensemble pour améliorer. C'est associer l'enfant et sa famille, respecter la singularité de l'enfant et de sa famille. On ne peut pas demander tout pareil à tout le monde. On est tous différents, on vient tous de systèmes différents. Donc on va tenir compte des goûts et des centres d'intérêt de l'enfant, mais aussi de ses parents. Il faut savoir s'ajuster si on veut opérer des changements au sein d'une famille. Coélaborer le projet d'intervention avec les parents, les informer, les former. Et c'est vrai que par exemple ici à la Maison de l'Autisme, il y a beaucoup de formations qui sont faites pour les parents, pour leur permettre de comprendre. Plus on les met dans les capacités de comprendre, plus on les met en tant qu'acteurs dans le dispositif de soins, et ça je pense que c'est pareil dans tous les domaines, plus ils vont pouvoir participer et faire progresser
J'ai même souvent, à force, des parents qui sont meilleurs que moi. Ils m'apprennent des choses maintenant, les parents, ils viennent à ma consulte. Vous avez vu cette formation? Vous avez lu cet article? Moi, je suis sur Google, après, je regarde. C'est eux qui m'apprennent des choses. Utiliser des modes de communication communs et porter attention à la fratrie. Les prises en charge, elles sont multiples, même s'il n'y a pas de traitement curatif, il y a plusieurs approches. Tout à l'heure, ma collègue Oriane vous parlera de rééducation en orthophonie, notamment des outils de communication augmentée alternée. J'ai cité le PEX, les tableaux de langage, j'ai cité le Macathon. Les rééducations en psychomotricité, en ergothérapie. Des entraînements aux habiletés sociales, en individuel ou en groupe, en fonction des capacités de la personne. Bien sûr, des guidances parentales, des prises en charge comportementales. Et, très important, favoriser la scolarisation qui peut aller de certains aménagements à la mise en place d'AESH, mettre en place des systèmes scolaires de type les UE, les ULIS, et puis parfois des instituts médico-éducatifs. L'objectif, c'est de favoriser l'insertion scolaire puis professionnelle, d'aider à la socialisation afin de toujours éviter le plus possible, en tous les cas, l'institutionnalisation et de limiter les traitements médicamenteux. Les médicaments dans l'autisme, ce n'est pas la règle. Accompagner la famille à la bonne compréhension du fonctionnement du patient. Et ça, ce n'est pas une fois, ça doit être répété. Je pense que le diagnostic précoce, c'est toute la vie. C'est sûr qu'on parle toujours de diagnostic précoce et dans mon équipe, on est à fond sur le diagnostic précoce et c'est génial. Mais pour moi, le diagnostic précoce, il doit être diagnostic précoce toute la vie de nouveaux troubles. Et c'est vrai que ça, c'est un enjeu. Hélène en parlait tout à l'heure, le moment de la transition. Il faut savoir diagnostiquer précocement un nouveau trouble qui arrive au moment de la transition adolescente, au moment de la transition à la vie adulte. Alors, quand on vient aux urgences, je dirais qu'avant tout, il faut éviter de venir aux urgences. C'est-à-dire que mon premier conseil pour venir aux urgences, c'est de ne pas avoir besoin d'y aller. Alors ça, c'est facile à dire, bien sûr, mais pour éviter de venir aux urgences, il faut faire de la médecine préventive. C'est vrai que je vois trop d'enfants avec autisme qui n'ont pas vu un dentiste, qui arrivent avec les dents noires, qui n'ont pas leur examen de carnet de santé rempli, qui n'ont pas eu de vaccin parce qu'ils sont trop difficiles, je ne sais pas, qui n'ont pas leur courbe de croissance, qui n'ont pas de régime diététique adapté et qui ont du coup des constipations qui font qu'ils arrivent aux urgences. Il faut accompagner les soins réguliers. Des consultations, par exemple, sans soins existent avant la première prise en charge. On va préparer la première prise de sang avec des images, des photos. Il existe des actes de désensibilisation. On peut aussi autoriser le patient et sa famille à prendre en photo la salle d'attente ou le cabinet. Moi, je sais que j'ai plusieurs de mes patients qui ont une photo de moi sur leur frigidaire. Il paraît que ça aide, je suis ravie. Diminuer des temps d'attente aussi. C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas avoir 3 heures de retard à sa consulte le jour où on sait qu'on a un enfant qui est intolérant à la frustration. Alors, on ne fait pas exprès d'avoir du retard, mais c'est vrai que c'est un peu important le jour où on sait qu'on a une personne. Ou alors les mettre en tout début de consultation, ceux qui ont plus de difficultés avec les retards. Donc voilà, fixer des rendez-vous au début de consultation. Et puis en cas de retard, essayer de prévenir la personne qu'on a du retard, à peu près combien, pour qu'il puisse aller faire un tour. Au SAU, il va falloir former les parents en amont. Prévenir, par exemple, dire à un parent, vous prévenez quand vous arrivez. Parce que les parents qui arrivent aux urgences, vous prenez en ce moment, on est en épidémie de bronchio et de diarrhée, vous êtes sûr que vous allez avoir 5 heures d'attente aux urgences. Si en revanche, quand vous êtes dans votre voiture en train d'arriver à dire j'ai un enfant avec autisme, il est suivi par le docteur Trucmuche, on va arriver parce qu'il est tombé, il s'est cassé, on pense qu'il s'est cassé le bras, ça ne va pas, ça peut permettre quand même de réduire le temps d'attente. Essayer, j'appelle ça un peu le doggy bag, essayer toujours d'avoir un peu son sac préféré avec soi, donc avec le casque, avec l'objet un peu préféré, ce qui permettra de rassurer la personne quand il sera dans les urgences. Pensez à prendre l'outil de communication. Moi, je ne sais pas pourquoi, une fois sur 3, j'ai les parents, ils viennent sans l'outil de communication. J'ai dit, il est où son classeur PEX? Bon, on l'a laissé à la maison. Je ne sais pas pourquoi. C'est maintenant qu'on en a besoin. Moi, je fais comment pour communiquer avec lui? Donc, toujours avoir l'outil de communication avec ça. Et Oriane vous parlera d'un petit outil de communication qu'on a mis en place. Parce que, elle racontera l'histoire, elle la racontera beaucoup mieux que moi.
prévenir avant de toucher, prévenir avant de changer, annoncer qu'on va faire des gestes. Je disais tout à l'heure à Hélène, l'autre jour j'étais de garde aux urgences et il y a un aide-soignant que je trouve très très gentil, mais qui est rentré dans le box, a allumé la lumière, a touché à 4 boutons, a fait du bruit. Et comment faire flamber un autiste en 2 leçons? Voilà la leçon. C'était vraiment ça. Il est très très sympa, c'est juste qu'il ne se rendait absolument pas compte que tout d'un coup il avait créé un stress du fait de la nuisance sonore et lumineuse pour cette personne. Donc plus on a formé nos collègues, plus on a anticipé, ou que les aidants ont dit attention, mon enfant il a ça et ça comme particularité, essayer de prévenir, ramener les pictos, ramener les outils de com, essayer de demander qu'est-ce qui va se passer dans le déroulé aux urgences, qui sont les personnes qu'il va voir. Ça peut vraiment permettre d'améliorer la qualité et le confort dans les soins. Et puis adapter sa communication, utiliser un langage simple, essayer de ne pas faire des phrases qui durent 3 heures, parfois 2 mots, une image, mieux qu'une phrase longue, surtout quand vous avez passé la nuit aux urgences. Essayer de s'informer sur le mode de communication, s'intéresser un peu aux intérêts particuliers, ça peut permettre de rentrer dans la relation. S'intéresser aux maths, à Pearl Harbor, ça peut être bien lors d'un moment comme ça. Et puis, mettre hors de portée tout objet dangereux. Et aux urgences, il y en a beaucoup. Donc, il va falloir un petit peu savoir vider son box de consultation. Passons aux causes. Ce sont bien sûr des pathologies qui sont complexes et multifactorielles. Certains facteurs environnementaux sont connus comme étant des facteurs de risque, notamment d'avoir une souffrance fœtale aiguë, d'être né très grand prématuré, d'avoir des très faibles poids de naissance, des âges parentaux qui sont élevés, d'avoir été exposé in utero à certains médicaments. On connaît maintenant de façon certaine l'effet de la dépakine sur le développement cérébral. Cela étant, ces facteurs seuls n'expliquent pas tous les troubles. Tous les grands prématurés n'ont pas de troubles du développement intellectuel ou de troubles du spectre de l'autiste. On sait maintenant qu'il y a des facteurs génétiques, ça a été prouvé grâce aux études de jumeaux. On sait qu'il y a une forte héréditabilité, plus de 600 gènes ont été retrouvés et maintenant on estime que dans plus de 30% des cas, on peut retrouver une cause dans les troubles du spectre de l'autisme. On sait également qu'il existe un risque important des récurrences dans les fratries qui serait de 5 à 20%. Et puis on sait, avec certaines études, que dans les familles, le risque d'avoir un autre enfant avec TSA, il augmente avec la proportion de génomes partagés avec l'enfant touché. Il existe probablement des facteurs épigénétiques qui sont encore assez méconnus. Et en revanche, il existe aussi des causes qu'on sait que ce n'est pas des causes. Je pense notamment au vaccin, le ROR, ça ne rend pas autiste. Okay. Je le redis un petit coup au cas où. Ce qui est difficile avec la génétique de l'autisme, et que, j'espère que vous avez compris, la première partie de mon topo, c'est qu'il n'y a pas un autisme, mais qu'il y a des autismes. Et que face à cette grande hétérogénéité clinique, il y a une grande hétérogénéité des facteurs génétiques qui, pour l'instant, les expliquent. Les facteurs génétiques, on sait qu'il y a une augmentation des gènes qui est de plus en plus importante. Et ça a été en parallèle de l'augmentation de la prévalence, l'augmentation de la compréhension des symptômes cliniques. En parallèle, il y a eu une vraie amélioration des techniques pour mieux comprendre les gènes. Avant, on regardait les gènes avec des chromosomes, avec les loupes, on voyait les chromosomes. Puis ensuite, on a eu des loupes un peu plus fortes. On a vu des morceaux de chromosomes, et puis des loupes encore plus fortes. Et puis maintenant, une loupe super forte qui fait qu'on voit les lettres. Donc forcément, il y a des nouveaux gènes tout le temps qui apparaissent. Ce n'est pas parce que c'est à la mode et que c'est cool, c'est parce qu'on a des nouvelles techniques, et que je trouve ça très cool, bien sûr. Mais ces techniques, elles permettent de mieux comprendre. Pour l'instant, on n'a pas tout compris, et on essaie de comprendre pourquoi tel gène il fait telle chose, pourquoi dans certaines familles tel gène fait telle chose et pas dans d'autres. Ça, c'est une diapositive du professeur Thomas Bourgeron. Il pense que finalement, dans l'architecture des troubles, il y a plusieurs explications possibles. Il y a cette première explication il y a une anomalie génétique très forte qui est présente chez l'enfant, qui n'est pas donnée par un parent. C'est un accident au moment de la rencontre des gamètes. C'est par exemple le cas de ce qu'on a vu dans certains autismes syndromiques. Je pense notamment à l'X fragile, ce qu'on appelle le syndrome de Rett, aux délétions Van de Cutter, donc le syndrome de Phelan-McDermid, dont je reparlerai, au syndrome de DiGeorge, à la sclérose tubéreuse de Bourneville.
Ces troubles, ils sont un peu fondamentaux parce que finalement, c'est grâce à ces grands syndromes qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des voies biologiques dans l'autisme, des voies biologiques qui étaient communes. Je pense notamment à tout ce qui touche l'organisation de la synapse. Donc la synapse, c'est la zone de connexion entre les neurones qui fait que l'influx nerveux passe, mais aussi le remodelage de la chromatine. Voilà. Toujours est-il, pour ne pas rentrer trop dans le détail, que c'est vrai que l'autisme dit anciennement syndromique, ça nous a fait comprendre qu'il y avait des voies biologiques et qu'il y avait des gènes, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte dans le passé que, par exemple, c'est vrai que les personnes avec X fragile avaient plus souvent de l'autisme, les personnes avec tel ou tel trouble avaient plus souvent de l'autisme, et c'est comme ça qu'on a trouvé les premiers gènes. Et puis, c'est vrai qu'il y a des fois où il y a des mutations qui sont données par les parents, qui ne sont pas parfois atteints, parfois pas atteints, et c'est ça qu'on n'a pas encore très bien compris. Et puis, il y a des fois où ça va être soit des choses qu'on n'a pas encore trouvées, soit, et ça c'est des papiers extrêmement récents de la communauté scientifique, très probablement qu'on a un fond génétique qui va contrebalancer l'effet des mutations, ou peut-être que c'est la somme des petites mutations qu'on a tous qui fait qu'on est à la fois pareil et à la fois différent, qui fait qu'on va exprimer des troubles. Notamment, il y a eu une publication très récente qui s'intéresse aux facteurs de résilience. Et je pense que ça va faire vraiment partie des enjeux, notamment de l'IHU et de l'équipe du professeur Bourgeron, mais de mieux comprendre quels sont les facteurs de résilience, de protection associés aux facteurs génétiques qui sont incriminés dans l'autisme ou impliqués. Ce fond génétique, c'est très important et de comprendre le pourquoi. Je pense que les familles, les aidants demandent de plus en plus pourquoi. Et je pense que plus on va comprendre pourquoi, comprendre, ça permet d'accompagner. Et ça va être possible grâce aux grands plans qui sont mis en place, grâce à l'aide des filières, au centre de référence maladies rares. Je pense notamment au plan France Médecine Génomique dont j'ai déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure. Ce sont des plans qui permettent d'avoir, dans certaines situations, accès au séquençage de l'ADN. Il y a deux grands plans. Il y a le plan déficience intellectuelle qui permet donc de proposer des explorations génétiques, notamment le séquençage pour les personnes autistes avec déficience. Et puis il y a le plan trouble du neurodéveloppement sévère précoce. C'est le début, donc c'est pas encore tout le monde n'y a pas encore accès malheureusement, mais c'est vraiment un début et je pense que voilà, j'ai vraiment espoir que ça puisse porter ses fruits sur l'attente et les compréhensions afin de mieux accompagner. L'idée, c'est de développer des nouvelles approches parce qu'en comprenant, on va permettre mieux accompagner. L'idée, c'est vraiment de permettre une médecine personnalisée. Si on comprend que, par exemple, dans telle et telle mutation, il y a tel et tel symptôme, on pourra, par exemple, mieux dépister. Donc je terminerai en vous parlant de mon petit intérêt restreint à moi. Mon petit intérêt restreint à moi, c'est un syndrome qui s'appelle le syndrome de Phelan-McDermid. Je saoule toutes mes équipes avec ça. C'est un syndrome qui est lié à une anomalie dans un gène qui s'appelle SHANK3. Et SHANK3, il est responsable de ce syndrome avec des personnes qui ont des troubles du développement intellectuel, des troubles du spectre de l'autisme. Et c'est vrai qu'on a compris qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient ces troubles. On pense que c'est probablement 1%, mais peut-être que c'est plus parce que toutes les personnes ne sont pas encore dépistées actuellement. Plusieurs études ont été faites sur ce gène, sur la cellule, puis ensuite sur des personnes. Et là, actuellement, dans le service, on mène un premier essai thérapeutique au lithium pour les personnes qui ont une mutation dans ce gène. Alors, je ne dis pas que tout le monde a une mutation qu'il faut traiter. Je ne dis pas, c'est pas du tout ce que je dis. Il ne faut pas confondre mes propos. Je dis juste que mieux comprendre, ça va permettre de mieux accompagner. Il n'y a pas que les médicaments qui permettront d'accompagner. Peut-être qu'on se rendra compte que les gens qui ont telle et telle mutation, ils ont plutôt des reflux gastro-intestinaux. Et donc cela, dès la naissance, il faudra traiter un reflux gastro-intestinal parce que le reflux, ça empêche les enfants de bien se développer. Peut-être qu'on verra que ceux qui ont telle et telle autre particularité, c'est ceux qui auront plus de troubles du langage. Donc cela, tout de suite, il faudra agir. L'idée, c'est ensemble, les aidants, les professionnels, avec les différentes équipes et accompagnants, on puisse vraiment mieux comprendre afin de mieux accompagner. Et ça, on ne peut pas le faire si on n'est pas un peu tous ensemble pour le faire. En conclusion, il y a donc une grande variabilité de l'âge des premiers symptômes. Il y a plusieurs trajectoires développementales. Ça peut être des diagnostics différentiels, mais ça peut être aussi des troubles associés, donc il faut les rechercher. Il faut accompagner vers le diagnostic étiologique.
Il faut surveiller et accompagner toute la vie. Je pense notamment aux périodes de transition. Il y a un rôle capital des équipes paramédicales dans toutes les étapes. Le changement de comportement, c'est somatique jusqu'à preuve du contraire. On anticipe l'accueil aux urgences, on adapte son discours et sa communication. Je vous ai mis quelques ressources utiles, mais je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps, mais voilà, si je suis libre, s'il y a quelques petites questions et si vous voulez interagir avec moi. Merci.